Imaginez-vous être emprisonné pendant plus de 2 décennies par votre propre père, sans que personne ne le sache, alors que vous essayez de survivre au milieu de la terreur. Ces histoires d'horreur et de trahison sont réelles, et peut-être d'une manière ou d'une autre, connaissez-vous quelqu'un qui vit ce type de violence en silence? Derrière une vie qui semblait ordinaire, se cachait un secret dévastateur. La douleur du silence est suffocante, mais ces femmes courageuses ont trouvé la force de s'exprimer. Tout au long de cette histoire, nous plongerons dans 2 des cas les plus choquants de la période récente, en apprenant chaque détail et les personnes impliquées. La douleur est réelle, mais le courage de Gisèle et Elisabeth nous rappelle qu'il est possible de briser le cycle de la maltraitance et de trouver le chemin de la guérison. La chute de Dominique Pellicot, la double vie d'un monstre caché. Pendant des décennies, Gisèle Pellicot a vécu ce qui semblait être une vie ordinaire avec son mari Dominique. Ils se sont mariés jeunes, ont élevé une famille et ont vécu dans le paisible village de Mazane, dans le sud de la France. Pour tous les voisins, le couple était un exemple de normalité. Dominique, ancien employé de la compagnie d'électricité, était un homme apparemment simple, sympathique et participatif dans la communauté. Gisèle, quant à elle, était connue comme une femme gentille et discrète, toujours serviable envers ses amis et sa famille. Cependant, derrière cette façade de normalité, se cachait une horreur inimaginable. Tout a commencé à s'effondrer en 2020 lorsque Dominique a été surprise dans le supermarché du coin en train de filmer discrètement des jupes de femmes. L'incident était en soi inquiétant, mais personne n'aurait pu prédire ce qui allait suivre. La police a été appelée et, en enquêtant sur le téléphone portable de Dominique, elle est tombée sur un contenu choquant, plus de 4000 vidéos de Gisèle se faisant agresser sexuellement alors qu'elle était inconsciente. Le premier impact a été dévastateur pour tous ceux qui connaissaient le couple. La police a immédiatement ouvert une enquête plus approfondie et, en accédant au dossier de Dominique, a découvert que non seulement il avait filmé les abus, mais qu'il avait organisé ces viols avec l'aide d'autres hommes. Dominique avait recruté des dizaines d'hommes en ligne, via un forum macabre intitulé « À son insu », où il faisait la promotion des abus envers sa propre femme. Le schéma macabre. Comment Dominique a exploité le cycle de la maltraitance. Dominique Pellicot a orchestré chaque détail de la maltraitance avec froideur et précision. Il a dopé Gisèle avec de puissants sédatifs, ce qui l'a laissé dans un état de sommeil profond. Alors que Gisèle était complètement inconsciente, les hommes qu'il avait invités, venus de différentes régions de France, arrivèrent à heure fixe. Les consignes étaient claires, se garer loin de la maison, ne pas utiliser de parfum ou toute fragrance qui pourrait la réveiller, et même lui réchauffer les mains pour que le toucher ne provoque aucune gêne susceptible de la réveiller. Ce cycle terrifiant se produisait de manière récurrente, et Dominique enregistrait tout. Pendant près d'une décennie, Gisèle a été violée dans sa propre maison, sans avoir la moindre conscience de ce qui se passait. Durant cette période, elle a commencé à ressentir des signes indiquant que quelque chose n'allait pas dans sa santé. Elle a commencé à souffrir de perte de mémoire, d'une perte de poids inexpliquée et d'épisodes de confusion mentale. Croyant développer la maladie d'Alzheimer ou un autre problème neurologique grave, Gisèle a consulté un médecin à plusieurs reprises sans parvenir à découvrir la véritable cause de ses symptômes. Pendant ce temps, Dominique poursuit sa double vie, trompant non seulement Gisèle, mais toute la communauté qui l'entoure. Amis et voisins ont décrit Dominique comme un homme ordinaire, amical et toujours prêt à aider, ce qui n'a fait que rendre la révélation des abus encore plus choquante pour tous ceux qui l'ont connu. La révélation, le monde de Gisèle s'effondre. Lorsque la police a finalement révélé à Gisèle ce qu'elle avait découvert, l'impact a été dévastateur. Elle n'aurait jamais pu imaginer que l'homme avec qui elle avait été, diviser sa vie, élever une fille et construire une histoire pourrait être responsable d'une telle monstruosité.
Gisèle s'est effondrée en apprenant que pendant près d'une décennie, son corps avait été violé par des inconnus, le tout avec la permission et l'orchestration de son mari. À chaque nouveau détail qui apparaissait, Gisèle perdait une autre partie d'elle-même. La vérité était aussi douloureuse qu'inimaginable. Mais, au lieu de rester silencieuse face à l'humiliation et au traumatisme, Gisèle a pris une décision courageuse. Elle a décidé de ne pas se cacher. Elle a renoncé à son droit à l'anonymat et a permis que son histoire soit racontée. Pour Gisèle, la honte n'était pas la sienne, mais celle de Dominique et des hommes qui avaient participé aux abus. Je ne me cacherai pas derrière le silence. Le monde a besoin de savoir ce qui s'est passé, car ce n'est qu'alors que la vérité sera connue et que je pourrai commencer à guérir, a-t-elle déclaré dans une interview. Ce geste de force a transformé Gisèle en un symbole de résistance contre les violences domestiques et sexuelles. La famille brisée, l'impact sur Caroline Pellicot. L'horreur vécue par Gisèle ne l'a pas seulement touchée, mais aussi sa fille Caroline. Au cours de l'enquête, il a été découvert que Dominique non seulement maltraitait sa femme, mais qu'il prenait des photos de Caroline pendant qu'elle dormait, ce qui a fait soupçonner qu'il était peut-être allé encore plus loin. Même si Dominique nie avoir drogué ou agressé physiquement sa fille, le doute continue de planer, provoquant une douleur profonde et irréparable. Au tribunal, Caroline a exprimé sa douleur et son indignation. « Comment puis-je surmonter ça? Comment puis-je renaître de ces cendres ?» a-t-elle demandé, la voix brisée, alors qu'elle essayait de comprendre le fait que l'homme qu'elle appelait son père avait été capable d'une telle trahison. La famille Pellicot était complètement détruite et il n'y avait aucun retour en arrière. Réaction et jugement de la communauté. Le cas de Dominique Pellicot est rapidement devenu l'un des plus parlés et suivis en France. La communauté mazanienne, qui considérait autrefois Dominique comme un citoyen ordinaire et digne de confiance, a été ébranlée par ces révélations. Les voisins et amis de la famille étaient sous le choc. Beaucoup ont déclaré qu'ils n'avaient jamais soupçonné quoi que ce soit et qu'ils avaient toujours cru que Dominique était un homme bon. Cette perception a été violemment brisée lorsque tous les détails ont été révélés. Au procès, Dominique a tenté de justifier ses actes en affirmant qu'il souffrait d'une dépendance incontrôlable au sexe, qui, selon lui, provenait des abus qu'il avait lui-même subis dans son enfance. Il a admis qu'il prenait plaisir à voir d'autres hommes abuser de sa femme, et, dans un moment qui ressemblait plus à une manipulation qu'à un véritable regret, il a demandé pardon à Gisèle et à une famille. Mais rien de ce qu'il a dit n'a pu effacer l'horreur qu'il a provoquée. Les hommes qui ont participé aux abus ont également été jugés. Parmi eux se trouvaient des pompiers, des infirmières et même des pères de famille, des personnes qui, en apparence, menaient une vie respectable. Certains ont déclaré qu'ils croyaient participer à un jeu fantastique, consensuel entre le couple. D'autres ont admis qu'ils savaient que Gisèle était droguée, mais ont quand même continué, croyant qu'il ne serait jamais arrêté. La justice française s'est montrée impitoyable envers toutes les personnes impliquées. Dominique a été reconnu coupable de viol, de trafic de drogue et de facilitation d'abus sexuels en groupe, et bon nombre des hommes qu'il a recrutés ont également été condamnés à de lourdes peines. Cependant, pour Gisèle, aucune phrase ne pourrait effacer les années de terreur qu'elle a vécues. La voix de Gisèle, une nouvelle mission. Même face à tant de douleur, Gisèle s'est trouvée une nouvelle mission dans la vie. Montrer qu'il est possible de survivre et de reconstruire sa vie, même après le traumatisme le plus profond. Elle a parlé ouvertement de son expérience en participant à des mouvements de soutien aux victimes d'abus sexuels et de violences domestiques. Sa voix, autrefois réduite au silence, résonne désormais dans les interviews, les débats et les campagnes, inspirant d'autres femmes à trouver la force de briser elles aussi le silence. J'ai perdu des années de personnes pour qu'elles puissent également découvrir cette histoire et s'abonner à la chaîne.
Activez la cloche pour recevoir nos prochaines histoires de dépassement et de résistance. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à proposer du contenu qui peut aider et inspirer d'autres personnes. Votre participation fait toute la différence. Imaginez vivre 24 ans dans un cauchemar, sans accès à la lumière du jour, sans pouvoir sentir le vent sur votre visage, sans voir le monde en dehors des murs d'un sous-sol. C'est l'horreur à laquelle Elisabeth Fritzl, alors âgée de 18 ans, a été confrontée aux mains de quelqu'un qui devrait la protéger. Son propre père, Joseph Fritzl. Vous vous demandez peut-être comment quelqu'un peut vivre aussi longtemps dans des conditions aussi inhumaines sans que personne ne s'en aperçoive. Peut-être pouvez-vous comprendre le sentiment d'impuissance lorsque vous entendez des histoires comme celle-ci, où la violence et la cruauté se cachent derrière une façade de normalité. Mais l'histoire d'Elisabeth, aussi douloureuse et dévastatrice soit-elle, est également porteuse d'un message de résistance et de dépassement. Elle nous rappelle l'importance de regarder de plus près les signes de maltraitance autour de nous et d'offrir un soutien aux victimes qui n'ont pas encore fait entendre leur voix. Si vous pensez que ces histoires doivent être racontées afin que d'autres victimes puissent trouver le courage de briser leur silence, et poursuivez votre lecture. L'histoire de Joseph Fritzl est troublante, mais connaître ces détails est un pas en avant vers la compréhension, la réflexion et l'action contre la violence domestique et les abus cachés dans les endroits les plus inattendus. En 2008, le monde s'est arrêté devant une révélation choquante. Joseph Fritzl, un ingénieur autrichien respectable en apparence, cachait un terrifiant secret. Derrière les murs de sa maison ordinaire d'une petite ville appelée Amstetten, il avait transformé le sous-sol en une prison des horreurs. Pendant 24 ans, il a gardé sa propre fille, Elisabeth, enfermée dans un labyrinthe souterrain où la réalité était aussi sombre que les murs qui l'entouraient. L'histoire d'Elisabeth n'a pas commencé par une évasion ou un sauvetage dramatique, mais par un secret qui se dévoilera petit à petit, jusqu'à ce que toute la vérité éclate enfin au grand jour. À 18 ans, en 1984, Elisabeth avait des rêves, comme toute jeune fille. Il voulait échapper au contrôle strict de son père et vivre sa propre vie. Mais au lieu de cela, il l'a kidnappée et enfermée dans un bunker spécialement conçu pour s'assurer que personne ne la retrouverait jamais. Les portes en acier, verrouillées par des codes secrets, et le silence absolu constituaient son nouveau monde. Là-bas, sous terre, la vie s'est transformée en un cycle sans fin de peur, d'abus et de tentatives désespérées pour trouver l'espoir. Joseph se rendait régulièrement en captivité, apportant de la nourriture et d'autres produits de première nécessité, mais imposant également une terreur permanente. Elisabeth a été soumise à des violences physiques et psychologiques répétées, et, au milieu de cet environnement brutal, elle a donné naissance à 7 enfants. Chaque grossesse a été vécue dans un isolement complet, sans aucune aide médicale. Ce qui était censé être un moment de vie était en fait une bataille pour la survie. L'un des bébés est mort peu de temps après sa naissance, et Joseph a simplement incinéré le corps dans le sous-sol, comme pour effacer toute trace de la vie qui y avait autrefois existé. Sur les 6 enfants survivants, 3 vivaient avec Elisabeth dans l'obscurité. C'étaient des frères qui ont grandi sans jamais voir la lumière du jour, sans savoir ce qui existait au-delà des murs qui les entouraient. Les jouets étaient rares et la santé précaire. Ils n'entendaient le monde qu'à travers des sons lointains et rêvaient de ce qu'ils n'avaient jamais vu. Les 3 autres enfants ont connu un sort différent.
Joseph décide de les sortir de captivité et les emmène vivre à l'étage, les présentant à sa femme, Rosemary, comme des filles abandonnées par Élisabeth. Il a écrit de fausses lettres, affirmant qu'elle avait rejoint une secte et avait laissé ses enfants derrière elle, trompant tout le monde avec une histoire bien conçue. La fin de ce cauchemar a commencé lorsque Kerstin, la fille aînée en captivité, est tombée gravement malade en 2008, à l'âge de 19 ans. Avec des convulsions et un état de santé critique, Joseph n'a eu d'autre choix que de l'emmener à l'hôpital. Les médecins étaient perplexes face à la gravité de sa malnutrition et à l'absence d'antécédents médicaux pouvant expliquer son état. Les inévitables questions se posaient: d'où venait-elle? Pourquoi n'y avait-il aucune information sur sa vie antérieure? Alors que Kerstin se battait pour sa vie, Élisabeth a finalement entrevu une petite chance de libération. Après des décennies de silence, elle a réussi à convaincre Joseph de l'autoriser à partir accompagner sa fille à l'hôpital. Élisabeth était épuisée, physiquement et émotionnellement, mais elle savait que cela pourrait être sa seule occasion de dire la vérité. Au cours d'un interrogatoire long et douloureux, il a révélé à la police toutes les horreurs des 24 dernières années, les abus, les naissances secrètes, la vie enfermée dans la cave qui semblait être devenue sa propre tombe. Cette révélation a provoqué une onde de choc à travers le monde. L'idée qu'une femme puisse être retenue prisonnière aussi longtemps, cachée à la vue de tous, dans une maison apparemment ordinaire, a suscité indignation et indignation. Comment se fait-il que le quartier, la famille et les autorités n'aient jamais rien soupçonné? L'affaire a révélé des failles flagrantes dans le système de protection sociale et a conduit à une réflexion sur les limites de la confiance au sein des familles elles-mêmes. En 2009, Joseph Fritzl a été jugé et les preuves présentées étaient accablantes. Les détails des fausses lettres, les dossiers techniques du bunker et les témoignages dévastateurs d'Élisabeth ne laissaient aucun doute. Il a été condamné à la prison à vie, répondant de l'homicide involontaire, du bébé décédé, de viol, d'enlèvement, d'inceste et d'esclavage. Élisabeth et ses enfants entament un long processus de guérison physique et psychologique. Ils étaient confrontés à un monde complètement nouveau, plein de choses que la plupart des gens considèrent quotidiennement, mais qui leur étaient inconnues. La lumière du soleil, le vent sur le visage et le contact avec les autres ont été des redécouvertes à la fois passionnantes et douloureuses. Le cas d'Élisabeth Fritzl nous rappelle que les horreurs les plus inimaginables peuvent se cacher dans les vies les plus ordinaires, et que les monstres se cachent parfois derrière des apparences respectables. Leur histoire de résistance et de survie continue d'inspirer les débats sur les droits des victimes et l'importance d'une vigilance communautaire plus active pour prévenir des tragédies aussi dévastatrices. Imaginez vivre pendant des années dans un cauchemar constant, piégé par quelqu'un en qui on devrait avoir confiance. La réalité pour de nombreuses victimes d'enlèvement et d'abus est un silence oppressant, une obscurité sans fin. Les cas Joseph Fritzl, en Autriche, et Ariel Castro, aux États-Unis, sont des exemples brutaux de ces histoires dont personne ne veut croire qu'elles puissent se produire. Dans les deux cas, des jeunes femmes ont été arrachées à leur vie et soumises à des années de torture physique et émotionnelle, isolées du monde et privées de tout espoir. Mais ce qui ressort de ces histoires, ce n'est pas seulement l'horreur, c'est aussi l'incroyable force et la résilience de ces victimes qui, même dans leurs moments les plus sombres, n'ont jamais abandonné le combat. Ce qu'ils ont vécu est une blessure profonde, une douleur que peu de gens peuvent imaginer. Cependant, leur parcours de dépassement montre que, aussi désespérées soient-elles, il est possible de recommencer et de retrouver la liberté. Ces histoires touchent à quelque chose d'essentiel, le besoin de prise de conscience
et d'action. Il nous rappelle que l'indifférence et le silence peuvent être complices du mal et que nous devons toujours soutenir ceux qui affrontent l'impossible, car leur combat n'est pas seulement pour la survie, mais pour une vie qui vaut la peine d'être vécue. Imaginez une rue calme dans une ville californienne, entourée de maisons simples avec des clôtures blanches et des jardins bien entretenus. Là, au milieu de la normalité suburbaine, vivait la famille Turpin. Pour les voisins, David et Louise Turpin étaient des parents dévoués et discrets, avec 13 enfants qui semblaient toujours bien habillés et organisés. La famille semblait mener une vie religieuse, et chacun semblait s'intégrer parfaitement dans le cadre paisible du quartier. Mais derrière les portes de cette maison se cachait un cauchemar inimaginable. À l'intérieur de la maison Turpin, la réalité était sombre. Les 13 enfants, âgés de 2 à 29 ans, vivaient dans un isolement complet, sous le contrôle absolu de David et Louise. Ils ont été enchaînés à leur lit pendant des jours, enfermés dans des pièces sombres, sans accès à la lumière naturelle. L'environnement de la maison était chaotique, plein de saleté et de débris de nourriture, un contraste saisissant avec la façade d'ordre que les parents montraient au monde. Ces enfants et ces jeunes connaissaient à peine le monde hors des murs qui les emprisonnaient. Ils n'ont jamais été scolarisés et ont été privés de tout contact avec autrui. Tout ce qu'ils savaient du monde extérieur provenait des histoires racontées par leurs parents, des histoires qui renforçaient leur peur du danger extérieur où, selon David et Louise, seule la maison offrait la sécurité. De plus, ils étaient soumis à un rationnement alimentaire sévère, observant leurs parents manger abondamment et garder les meilleurs aliments pour eux. Pendant de nombreuses années, personne ne se doutait de ce qui se passait dans cette maison. David et Louise ont maintenu une façade de normalité même sur les réseaux sociaux, publiant des photos du renouvellement de leurs vœux de mariage à Las Vegas et des événements où leurs enfants, toujours habillés de la même manière, semblaient souriants. C'était un véritable acte de famille heureuse, mais tout cela n'était qu'une farce cruelle. Le tournant dans la fortune des Turpin a commencé lorsqu'une de leurs filles, alors âgée de 17 ans, a décidé qu'elle ne pouvait plus vivre ainsi. Elle avait grandi sans savoir ce qu'était la liberté, mais peu à peu, elle s'est rendue compte que ce n'était pas normal. Alimentée par de petits aperçus du monde extérieur qu'elle a eus grâce à des programmes télévisés secrètement regardés, elle a rassemblé son courage et a attendu le bon moment pour agir. En janvier 2018, le cœur battant et les mains tremblantes, cette jeune femme a réussi à s'enfuir par la fenêtre de sa chambre en emportant un téléphone portable qu'elle avait trouvé chez elle. Bien qu'il n'ait jamais utilisé de téléphone auparavant, il a réussi à appeler le numéro d'urgence, décrivant avec hésitation et effroi les horreurs qu'il vivait. Cet appel a été la première étape pour révéler au monde ce qui se passait dans cette maison. Lorsque la police est arrivée, les policiers n'ont pas. Ils étaient préparés à ce qu'ils allaient trouver. La scène à l'intérieur de la maison ressemblait à un film d'horreur. Des enfants et des jeunes mal nourris, certains si maigres qu'ils paraissaient beaucoup plus jeunes que leur âge réel. Beaucoup étaient enchaînés et vivaient dans des conditions inhumaines. La brutalité de la situation a choqué la police, qui a décrit la scène comme quelque chose qui semblait impossible dans la société moderne. La découverte a profondément secoué tout le monde. Les voisins furent incrédules de découvrir que cette famille réservée, qui semblait vivre normalement, cachait tant de souffrances. Les policiers, à leur tour, ont été confrontés à l'un des cas d'abus et de négligence les plus dévastateurs qu'ils aient jamais vus. Les médias ont commencé à rapporter des détails troublants et le monde a pris connaissance des années de torture émotionnelle et physique endurées par ces enfants. Durant le procès, les enfants Turpin
ont partagé leurs histoires. Ils ont parlé des punitions cruelles qu'ils ont subies lorsqu'ils ont tenté de résister ou de remettre en question le contrôle de leurs parents, de la faim et de la peur constante qui faisaient partie de leur quotidien. La vie pour eux était une prison. Beaucoup ne connaissaient pas les notions de base comme l'hygiène, car ils n'avaient pas accès aux soins ni même à des bains réguliers. David et Louise Turpin ont été arrêtés. De leurs actes a été révélé. Ils ont été condamnés à la prison à vie, mais le rétablissement de leurs enfants, après des années de traumatisme, sera long et semé d'embûches. Les autorités concernées ont commencé à œuvrer pour que les enfants reçoivent une assistance sociale et psychologique pour recommencer leur vie. Cette affaire a soulevé de profondes questions sur la façon dont il est possible qu'une famille vive dans des conditions aussi extrêmes d'isolement et de maltraitance sans que personne ne s'en aperçoive pendant si longtemps. Elle a également révélé des failles dans les systèmes de protection de l'enfance et dans l'encadrement des familles qui choisissent de faire l'école à la maison, comme ce fut le cas pour les Turpin. Comment se fait-il que personne n'ait remarqué les signes? Comment ces enfants ont-ils été oubliés par le système? Ce sont des questions qui ont suscité un débat public intense et ont conduit à une réflexion sur les changements nécessaires pour évitez qu'une telle situation ne se reproduise. Si vous avez suivi cette histoire jusqu'ici, cela signifie qu'elle vous a également touché d'une manière ou d'une autre. Ces histoires sont difficiles, mais elles doivent être racontées. C'est pourquoi nous voulons connaître votre opinion. Laissez votre commentaire ci-dessous. Partagez vos réflexions et dites-nous ce que vous pensez de ce combat pour la justice et le courage des victimes. Et n'oubliez pas, laissez un like, partagez cette vidéo avec plus de personnes pour qu'elles puissent également découvrir cette histoire et s'abonner à la chaîne. Activez la cloche pour recevoir nos prochaines histoires de dépassement et de résistance. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à proposer du contenu qui peut aider et inspirer d'autres personnes. Votre participation fait toute la différence. Finalement, le courage de cette jeune fille de 17 ans a sauvé la vie de ses frères et a ouvert la voie à la liberté de nous tous. Cette histoire d'abus et de contrôle dans sa forme la plus extrême rappelle que même dans les situations les plus sombres, l'espoir et le courage peuvent être le premier pas vers le changement. Les enfants Turpin ont passé des années dans l'ombre. Mais ils ont désormais la possibilité de vivre hors de l'obscurité, comme le monde l'apprend grâce à la tragédie qui s'est produite à l'intérieur de cette maison.